faites bien de nous regarder, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois à ces libres penseurs. Nous parlons République démocratique du Congo. En quelques questions, ça sera d'ailleurs la thématique de ce 1e numéro des libres penseurs. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau le doctorant Valérie. Bonjour et merci d'être là. Bonjour très cher José, et c'est un plaisir pour nous d'être invités une fois de plus. Voilà, et à votre droite, notre cher Arsène. Bonjour. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Oui, notamment. Voilà, à ma droite, notre cher Étienne, qui a un moment disparu. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur José, merci beaucoup et toutes nos salutations au milieu des téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent à Sénégal. Alors, camarade Shadrach. Bonjour cher José, bonjour également à mes co-débatteurs et à tous ces milliers de téléspectateurs qui ont choisi de nous suivre. Voilà, déjà nous parlons de la République démocratique du Congo à parlons de quelques questions de notre chère République. Je ne sais pas, on commence d'ailleurs avec vous. C'est vraiment un honneur que vous puissiez prendre la parole en premier. Notre cher Étienne, est-ce la République démocratique du Congo? C'est vraiment un accident de l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur José. Même si les grands maîtres Jésus-Christ disaient le premier seront les derniers, j'espère que je ne serai pas les derniers. C'est une question pertinente. Est-ce que la République démocratique du Congo est un accident de l'histoire? Nous répondons par l'affirmative, oui. Dieu n'a jamais créé un État appelé la République démocratique du Congo, ni encore moins les Congolais. Quand vous prenez l'histoire de notre pays, sa succession depuis l'EIC, l'État indépendant du Congo, le Congo belge, vous comprendrez que c'est la volonté de quelques individus, comme le dit Manzoué tout dans son ouvrage. La RDC a eu les malheurs, non pas d'être à la merci d'un seul État vaillou appelé État colon, comme les autres États, la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie pour ceux qui sont nés hier, a connu un seul État colon, mais nous étions à la merci de plusieurs États, la Belgique, les États-Unis et les autres, vous voyez. Et ce sont ces gens-là qui se sont décidés de prendre ce qu'il y avait comme empire, royaume, mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Mais la vraie question, c'est que nous sommes face à un fait accompli. Nous sommes là, c'est déjà un pays. Est-ce que nous avons la conscience d'exister en tant que nation? C'est là que le bas blesse. C'est là que ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que vous verrez que les vieux démons des divisions surgissent. Moindre escarmouche, il fallait le dire comme ça, il y a ces vieux démons qui surgissent. C'est les uns qui s'élèvent contre les autres. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons le malheur de ne pas réfléchir le Congo en tant qu'État. Et la nation, c'est cette âme-là où il y a l'unicité ou l'unité de l'histoire commune. On s'est dit oui, nous avons accepté. C'est comme ça quand vous lisez, je chute par là, les préambules de notre constitution, on dit nous, peuple congolais, réunis par les sorts, et voilà. Donc c'est un hasard de l'histoire. Mais parce que nous en sommes là, est-ce que nous posons des actes qui vont dans un sens de nous reconnaître et d'exister en tant qu'État? Non, malheureusement. Voilà, merci beaucoup, cher Étienne. Doctorant Valérie, excusez-nous, cher Shadrach Arsène, vous aurez vraiment le temps d'avoir la parole. Est-ce l'indépendance de la RDC fit un sévrage précoce? Merci beaucoup. Parce qu'en réfléchissant à cette question d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire et je me suis dit quand même que c'était important qu'on en parle. Effectivement. Et c'était vraiment précoce que la RDC ait son indépendance. Il est important de signaler à ce sujet que Kabongo Malou, d'ailleurs, dans un article qui a été écrit par Émile Bongeli sur l'échec de l'édification nationale Congo-Kinshasa, il recense les écrits de Mabika Kalanda. Il retrace l'évolution du Congo à partir de 1960. Il explique le fait que le Congo, qui était décolonisé après l'indépendance, a été recolonisé. Il explique le fait que lors des différentes discussions qui ont prévalu sur l'indépendance de la RDC, nous avions obtenu l'indépendance politique.
mais l'indépendance économique a été zappée. Ce qui veut dire que les colons s'étaient organisés, effectivement, pour nous accorder une indépendance des façades. Pourquoi des façades? Parce qu'une année après l'indépendance, la RDC a sombré dans les crises. Et avec le système éducatif belge que nous avions, ils avaient une politique selon laquelle pas d'élite. Il n'y a pas d'avenir. Pas d'ennui, effectivement. Et donc, nous sommes un État, pendant l'état de la colonisation, on n'avait pas eu accès à la gestion de la chose publique, ni à être invité dans la gestion de l'administration. Et cela a constitué des tares dans la responsabilisation du Congolais après l'indépendance. C'est la raison pour laquelle la Constitution 1960, qui est relative aux structures du Congo, c'est une constitution octroyée. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en mesure de réfléchir sur des textes constitutionnels. La constitution qui nous est... nous avions déjà des évolués. Effectivement, la constitution qui est considérée comme légitime, c'est celle des 64, la constitution de Lulobourg. Alors ça démontre à suffisance que quoique nous avions reçu cette indépendance, on n'était pas assez outillés du point de vue intellectuel, mais aussi politique. Mais au-delà de ça, il faut ajouter l'élément selon lequel l'interférence du colonisateur était toujours prouvée parce que les crises qui s'en est suivies ont démontré à suffisance que nous avions eu un sérieux problème d'administrer le Congo. C'est ainsi, moi je dis qu'on ne peut pas dire que c'était une indépendance anticipée, mais il y a eu un manque d'évolution de la part du colonisateur de préparer les colonisés à devenir exactement indépendants, mais nous avions encore été infiltrés par plusieurs facteurs pour que nous soyons, par exemple, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ainsi, j'estime qu'il est important, parce que c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de revenir au bon sens et de construire un État selon les aspirations congolaises pour atteindre son émancipation. Voilà, la République démocratique du Congo qui aspire à la démocratie, il faudra le dire ainsi. Et cette démocratie héréditaire, peut-on dire que c'est l'un des piliers du système, cher Shadrach? Parfaitement, parce que quand vous analysez l'histoire politique de notre pays depuis 60 jusqu'à ce jour, vous vous rendrez compte que nous sommes dans une sorte de démocratie héréditaire. Le pouvoir est entre les mains d'une certaine classe, le pouvoir est entre les mains d'un groupe d'individus qui, aux premières heures des indépendances du pays, c'était leurs parents pour les uns, pour les autres c'était leurs arrière-grands-parents, ainsi de suite. Donc vous vous rendrez compte que c'est un système qui fasse que l'excellence, qui fasse que l'on n'est pas le meilleur d'entre nous dans la gestion de la res publica. Et c'est très dangereux, malheureusement, c'est un système qui s'est perpétué également dans des églises, nous les constatons, ça va de père en fils, et voilà, on finit par normaliser cela. Or que nous sommes dans une république de plus de 100 millions d'habitants. Moi, je pense qu'il faudrait que l'on commence à réfléchir autrement. Et bizarrement, vous vous rendrez compte qu'on a fini par normaliser cela. Donc c'est Valéry qui est là, il était aux premières heures de l'indépendance et il a eu des enfants, c'est son fils qui est repris, ainsi de suite. Il y a même certains qui vont très loin pour dire, pour remercier son père, nous avons pris le fils, ce qui est très dangereux. Or, la démocratie devait être à mon sens, dans ce pays, devait reposer sur la méritocratie et non l'acquérir de façon héréditaire comme c'est le cas. Voilà, cher Arcel, puisqu'il s'agit de vous, est-ce que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays de l'Afrique centrale avec 2 345 000 km² et qui compte, je crois, environ 60 millions d'habitants. Est-ce que sur le plan géostratégique, vous pensez que ce pays a droit à une existence? Tout à fait, c'est parmi les atouts que les pays en possèdent. Donc, le volume populaire n'est pas tellement négligé et tout ce que nous connaissons comme enjeu. Mais le mal est que ces grands pays, est tellement menacé jour et nuit au niveau de la sous-région. Et celui qui le menace est connu, c'est le Rwanda. Le Rwanda et ses alliés aussi, il fallait qu'on le dise. Parce que plus tard qu'hier, le Conseil de sécurité, dans toute son unanimité, voilà, a eu à reconduire l'embargo.
le pays est sous l'embargo depuis 2008, mais le Conseil joue au jeu des terminologies. On nous parle du régime des notifications d'achat d'armes. Donc, c'est-à-dire comment ça revient aux pays vendeurs d'armes. Si la RDC aimerait acheter, par exemple, c'est la France, c'est à la France de notifier au Conseil que voilà, moi, je compte vendre mes armes à la RDC. Oui. Donc, ce n'est qu'un embargo. Sachant que, d'abord, cette résolution qui vient encore de reconduire l'embargo jusqu'au 1er juillet 2025, et sous la demande de la France. La même France qui nous crie ici jour et nuit que non, le Rwanda doit quitter les sols congolais, sachant que nous sommes envahis, mais elle propose au moins une demande pour que nous soyons sous embargo. Donc c'est déjà un plan bien défini, mais contre toute attente, et la RDC traîne encore. La responsabilité demeure un peu plurielle, parce que moi je vais parler d'abord de la responsabilité gouvernementale, parce que jusqu'aujourd'hui, plusieurs jours déjà qui se passent, nous ne lisons que sur les sites officiels des Nations Unies ou du Conseil de sécurité. La population ne sait pas comment s'aligner sur base de quelle situation. Tout est calme. Et pourtant, le Rwanda continue à s'armer parce que le Rwanda, on a levé son embargo depuis 2008. Nous sommes le 23 mars 2009, le rebelle du M23 fait surface. Donc, rassurez-vous que c'est déjà un plan. Sauf à ceux qui ne veulent pas comprendre. Il y avait un plan planifié justement pour chercher comment est-ce que nous serons envahis. Voilà. Et c'est là, 30 secondes, et c'est là, s'il fallait que nous puissions quand même nous lever, la RDC doit péter un plan. C'est-à-dire de ne pas suivre qui que ce soit à partir d'aujourd'hui, de s'organiser, de payer et de fabriquer sur place, parce que la Corée du Nord l'a fait. La Corée du Nord a dit, d'abord c'était sur l'interdiction du Conseil de sécurité, que toute arme hostile visant atteinte aux intérêts nord-coréens, et ils vont répliquer. Mais aujourd'hui, ils sont là. Donc on peut carrément nous mettre ensemble et avancer, rien ne peut nous arrêter si nous sommes déterminés. Voilà, je pense que Shadrach est d'avis pour cette je crois que je ne partage pas cet avis parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se comporter comme des petits enfants. Tu préfères être pacifique? Non, oui, il faut arrêter de se comporter comme des petits garçons. Parce qu'il faut que l'on puisse établir notre responsabilité. La question liée par exemple à l'embargo sur l'achat d'armes, est-ce que la RDC à ce jour possède ou bien est dotée des infrastructures capables de pouvoir acquérir n'importe quelle arme? Je crois que c'est à partir de là que nous devons partir. La Corée du Nord, nous sommes en 2012. Je vous réponds rapidement. Oui. La Corée du Nord, nous sommes en 2019. Ses responsabilités à la différence de nous autres. Du tout. À la différence de nous autres. Du tout. La Corée du Nord, je vous aligne 7 pays. Il y a la Corée du Nord, il y a Israël, il y a Iran et sa suite. Transporter les uraniums sur l'océan Atlantique, quittant le Congo, quittant le Niger. Et qu'est-ce qui nous empêche à nous de faire ça? Effectivement, c'est de là que je dis la RDC doit péter un plan. Donc on est d'accord. À un moment, il faut que l'on prenne nos responsabilités, qu'on se comporte comme des adultes. Vous venez à peine de le dire. On est sous embargo jusqu'en 2025. Aucun communiqué officiel. Qui va faire ça? C'est nous autres. Mais quand on ne le fait pas, vous vous attendez à quoi? On va commencer à continuer à subir la conséquence logique de notre léthargie. Il faut qu'on arrête de se plaindre et qu'on passe à l'action. C'est la moindre des choses qu'on peut faire. On comprend finalement que c'est l'homme congolais qui est le vrai problème de la situation rdcienne, s'il faudra que je le dise ainsi, cher Étienne. Exactement. Je ne sais pas. Je me rappelle une fois, Maître Arcel avait parlé de l'anecdote du bon Dieu qui distribuait des richesses et tout. Après, il a déversé une grande quantité au Congo, mais il n'y avait pas l'homme qu'il fallait au Congo. Quand vous analysez tout ce qu'on venait de donner comme réponse à ces problématiques existentielles posées, vous sentez que c'est l'homme. Vous êtes des gouvernants. Quand vous lisez ceux qui vous parlent de la théorie de l'État, on dit les individus, se craignant les uns les autres à cause de leur bestialité. Ils se mettent ensemble, ils disent, prenons une partie de notre souveraineté, léguons à ces personnages majestueux qui est le Léviathan pour qu'ils puissent nous protéger. C'est ça le rôle primaire de l'État, ou le Léviathan. Et du point de vue international, c'est des intérêts qui priment. Vous êtes agressé, on vous met en embargo, vous ne dites rien. Et si le ministre de la Communication veut parler, c'est vraiment un sage du village avec un français très calibré, une litote, il arrondit des angles. C'est pour ça que M. Shadrach dit, nous devons arrêter de nous plaindre, nous devons agir.
Mais depuis qu'on a commencé depuis 1960, c'est les mêmes familles. Nous allons de père en fils. Je peux citer toute une liste de politiciens. Ils sont partis de père en fils. Et les Congolais observent, les Congolais acceptent cette situation-là. Et ça transcende même sur le point religieux. Quelqu'un, un jour, il se réveille. Oh, ok. Oh non, venez me soutenir. Nous sommes là. Voilà, les tam-tam, on est là, on soutient. Révérend. Tout le monde n'est pas. Révérend, l'église grandit. Et quand il décède, c'est son fils qui n'était même pas là quand nous avions commencé cette œuvre-là. L'homme congolais, l'indépendance, chèrement acquise, en toute honnêteté, je crois que Lumumba regrette de s'être livré pour un peuple qui n'est pas conscient de son existence. Mais peut-être que la démarche de Lumumba n'a pas été bonne. Pas du tout. Pour nous qui avons vécu à cette époque-là, lisez les discours de Lumumba. Vous ne pouvez pas vous voyez nous parce que nous étions noirs. C'était un tu. Vous avez semblé parler des évolués. C'était qui? On vous dit à vous, José, vous devez tout faire comme Maître Sagat les Blancs. Ah bon? Pourquoi? Et aujourd'hui, Lumumba nous dit c'est une lutte qui devait continuer. Je cite par là. Que fait sa postérité, les jeunes Congolais? Il y a un monsieur, tous nous l'avons vu, on le nomme aujourd'hui à la gestion de cette entreprise publique, Anaïba. Tous on a vu. Parce que son salaire ne lui permet pas de se payer des types, de lever des chantiers en 2 jours, 3 jours, une semaine. Et les jeunes Congolais l'appellent champion, président, boss. Donc il y a une sorte de démission. Nous n'arrivons pas à nous assumer. Nous n'arrivons pas à nous indigner. Et nous avons conclu que c'est une fatalité. C'est normal. Vivons. Eza Tangonaye, Zamba Kosala, c'est normal. Et voilà, c'est l'homme congolais. Voilà, parce que vous avez évoqué la question de la religion, parce que il me semble que la RDC, c'est les premiers pays producteurs de prophètes. J'ai vu des jeunes messieurs qui imposent la main à un papa. Même si vous avez les onctions et impolitesse, c'est un homme. En tout cas, cher docteur Valérie, à ce point, que dites-vous? Est-ce que la religion est une anesthésie à la souffrance de la République démocratique du Congo? Merci Parce que beaucoup par moment, on a même vu le président de la République dans son premier mandat dédié à la République entre les mains de l'Éternel. Est-ce que d'abord vous savez qu'il a violé la Constitution? J'aimerais le dire que la religion, ce n'est pas un problème. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, on prête serment sur la Bible. Oui. Comprenez? Il y a des chrétiens aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas que de chrétiens au Congo. Le problème, c'est la conception du Congolais des dieux et de la prière. La prière ne doit pas être comme une sorte de cachette dans laquelle les gens fuient les responsabilités pour demander les grâces au bon Dieu. La manne n'est tombée qu'une seule fois dans le désert pour Israël et la manne ne tombera jamais. Quelle est la qualité de message que l'Église apporte à la population, à la société, par rapport au développement du pays? Parce que Martin Luther King Jr. dit une religion dans laquelle une église qui n'est pas en mesure de répondre aux besoins socio-économiques de son pays n'a pas sa raison d'être. Ça veut dire que l'église joue un rôle très important dans le développement d'un pays, dans l'enseignement qu'il apporte dans la population. On vise les royaumes des cieux, mais nous sommes d'abord sur terre. Comment nous vivons sur terre? Et même des thèmes qui font partie de nos campagnes évangéliques, ce sont des thèmes choisis à dessein. Soirée des gloires, croisade, des miracles, des prodiges, ainsi de suite. Beaucoup de thèmes fantaisiques, mais quand vous y entrez, un sérieux problème. 2024, c'est une année de changement. On ne refuse pas. En 2025, ce sont les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, et on sent effectivement que l'Église est en réalité en train d'échouer sa mission, dans un contexte où l'appel aux âmes est une arme redoutable pour mettre fin à la criminalité économique. Ça veut dire que celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur personnel doit savoir respecter les biens de l'État.
doit se démarquer dans la gestion de la chose publique. Mais c'est celui qui mais vous allez convenir avec moi que ces gens-là, ils ont une place de choix dans des églises, ils sont plébiscités parce qu'ils donnent des grosses dîmes, mais quant au changement de ces gens-là, qu'on les ressente dans la gestion de la chose publique, on ne sent pas ça. Je vous dis, tous ces grands politiciens, des hommes d'affaires, nous les voyons dans des églises. Mais pourquoi on ne sent pas l'impact de ces gens-là, de l'église au sein de l'État? Et donc, ça veut dire que cette parole qui est des fois enseignée, elle est sélective. On parle aux gens en ne touchant pas les fondamentaux. On ne dit pas directement à l'église que, cher monsieur, vous qui gérez les institutions de l'État, arrêtez de voler. On ne les dit pas, parce qu'on sait que si on les dit, on va blesser les sensibilités. Il y a quand même les pasteurs Godempoï qui le font. Voilà, les pasteurs de Godempoï, c'est une exception. Voilà. Mais quels sont les messages qu'on doit apporter à l'église pour les pays comme les Congo? Vous êtes dans des groupes armés, chers généraux, vous soutenez les M23, mais vous êtes dans des églises, vous prêchez quoi? Vous êtes directeur des entreprises, il y a des détournements de deniers publics. Qu'est-ce que la Bible dit? Les pasteurs doivent être en mesure de dire cela, mais parce qu'ils donnent des grosses dîmes. Ça corrompt la morale du pasteur, il ferme l'œil, et puis ça passe comme ça. Ce n'est pas Dieu le problème, ce sont les hommes. Nous torpillons les églises de réveil, et pourtant, même bien avant l'indépendance, l'église a existé. Il y a eu des missionnaires catholiques et autres. C'est ça, quand on politise, cher José, quand on politise l'église, automatiquement le problème c'est on asphyxie la société. Mon co-débatteur l'a si bien dit. Aujourd'hui, les sacerdoce au Congo est devenu héréditaire du père au fils. Je ne vais pas citer les noms des églises. Quand le père meurt, c'est son fils qui le remplace. Oh, c'est sous l'inspiration divine. Je ne sais pas. Alors déjà dans ces systèmes-là, ça corrobore avec les systèmes politiques que nous avons. Du père au fils. Et c'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme congolais, sa manière de percevoir les choses. Les États-Unis, c'est aussi un État chrétien. Même quand on prend des pasteurs qui sont nommés dans des gouvernements, dans des entreprises publiques, on constate qu'il n'y a aucun changement. Parce que c'est les mêmes individus. Et il y a certains qui préfèrent détourner devant une chèvre, et d'autres, ils préfèrent détourner dans les entreprises publiques, dans le gouvernement. Ils diluent les messages. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes pratiques. Et c'est très dangereux. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous, Congolais, nous avons failli à notre mission. Nous avons failli à notre mission. Et tout ce qui nous arrive, nous le méritons. Franchement, je le dis, nous le méritons. Nous méritons les types de politiciens que nous avons. Nous méritons des types d'individus que nous avons dans nos institutions. Comment trouvez-vous normal, dans un pays comme le nôtre, quelqu'un qui détourne des millions de dollars? Ça ne choque personne. Voilà. Ça ne choque personne. Voilà. Ça ne choque personne. Et vous trouvez que c'est normal. Nous avons tendance à banaliser les crimes économiques et pourtant c'est très grave parce que les conséquences se répercutent sur des générations et des générations. Comment vous pouvez détourner à vous-même 100 millions de dollars, 200 millions de dollars? Vous respirez, vous rentrez chez vous, vous mangez, on vous appelle papa, vous êtes content. Vous n'êtes pas normal. Vous avez détourné avec pandémoniaque. Vous avez détourné avec quoi? Avec des prix des accords. Donc des fourrages à autant. Laissons la place au vicaire. Le vicaire doit aussi parler. Et calme parce qu'il a la sainte colère. Il y a des choses qui sont inadmissibles. S'il vous plaît, juste 30 secondes. D'accord. Quelqu'un qui gère une entreprise publique. Les enfants partent en Europe, il se construit des villes. Nous voyons. Et dans notre société, si vous dénoncez, on dit vous êtes jaloux, c'est son temps. Et ça attend vous. Et ces messieurs-là, sa dîme à lui. Et la dîme de cette femme qui se prostitue. Quelle est la dîme la plus honnête? Et on parle même d'une élévation prophétique. On dit non, c'est une prostituée, pas elle. Mais c'est directeur qui se lève, tout le monde acclame. Et il y a des mois d'impayement dans la société. Et quand il y a des mois d'impayement dans la société, il y a des hommes qui perdent de la valeur. Ils ne sont plus respectés par leurs femmes. Ils ne sont plus respectés par leurs enfants. Ils ne peuvent plus subvenir aux besoins. Combien de... Comment on appelle les trucs ici? On appelle ça comment? AVC. Donc quelqu'un il se regarde et dit, mais non, quoi tout inutile. Surtout les moments douces, on a un ami. Pour un monsieur qui est adulé à l'église. Et nous acceptons ça. Et on ne peut pas dénoncer. Tel que je parle là déjà. Non, je suis chrétien comme vous, mais il faut qu'on le dise. Voilà, merci beaucoup, chers tous. Maître Ansel, par ici, on doit comprendre que
la religion n'a rien à voir avec l'émergence de la RDC. Loin, et même Dieu lui-même. Parce qu'il faut déjà qu'on fasse la démarcation entre la religion, les dieux, les bons dieux, y compris tout ce qu'on vient nous dire pour que nous puissions croire à quand quelqu'un vole, non écouter, Dieu va le maudire, Dieu va le punir. Mais il vole, il vit comme un humain, il voyage et on garde silence. Il faut qu'on fasse. Donc Dieu n'a rien à voir. Si quelqu'un, parce que moi j'ai toujours dit, par exemple les gars ici, les Moutamba qui est là, moi j'ai toujours dit, détournement $1 vaut la pendaison. Parce qu'une fois là-bas, je vais retourner. Que Dieu nous épargne. Parce que c'est tellement incompréhensible quand quelqu'un prend plaisir de prendre presque toute la prospérité. Vous voyez, si vous prenez l'argent depuis des forages durent par exemple 30 à 40 ans. Des forages que nous faisons à 500, maximum $10,000. Mais quelqu'un qui prend plus de centaines de $1000 justement pour un forage, fait autant de forages et il garde cet argent-là. C'est pas des forages depuis déjà beaucoup. Donc c'est incompréhensible. Voilà, vous voyez comment est-ce que vous privez l'eau potable faire autant de générations. Et lui, c'est pas que des privés, parce que nous avons des dettes extérieures et intérieures. Et ce sont des générations futures qui vont payer par leur travail, taxes et impôts. Ces dettes-là, c'est de là qu'un peuple est vigilant. Il y a, en droit international, il y a des théories qu'on parle de dettes odieuses. Donc ce sont des dettes contractées par les régimes, mais qui n'ont pas bénéficié à la population. Ça s'est fait plusieurs pays de l'Amérique latine. Nous allons exiger toutes ces créances qu'on est en train de prendre à la Banque mondiale, au FMI, qui n'en bénéficie à aucun Congolais, seraient considérés comme des dettes odieuses. Et on poursuivra nommément chaque personne, chaque signataire. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui prend au dos de tout le monde, mais qui fait souffrir et il voyage. Il voyage. Comme par hasard, il n'était pas malade. En tout cas, c'est une maladie aussi qui est venue. Si c'est la nomination, mais si c'était la nomination, personne ne souffre, personne n'est malade. Si c'est des poursuites, tout le monde tombe malade et il doit être en Europe. Vous nous prenez pour qui? Non, vous nous prenez pour qui? Vous voyez, c'est ce que je disais. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Comment expliquer qu'une telle personne qui, en pompe, on a inauguré ou réhabilité l'hôpital Maïro, tout ça, quand on est malade, les dirigeants, c'est à l'extérieur, qui se fait soigner, et les diriger dans nos mouroirs. Et nous avons trouvé cela normal. C'est ça. Non mais c'est ça le problème. Nous avons failli à notre mission. Au-delà de ça, quelle est la pression que la population a exercée sur ces gens-là? Le débat, c'est entre Warriors et Gaulois. Mais c'est là aussi le problème, parce que par moment on s'est dit, nous nous plaignons, mais... Non, vous voyez tout ce qu'on a élevé. Nous sommes dans une sorte... Non, effectivement, vous voyez tout ce qu'on a élevé ici. Il y a question systémique, quand si vous comprenez tout bien. Quand on dit des pères en fils, etc., de la politique à la religion, c'est un aspect systémique. Ce sont des systèmes qui sont déjà implantés pour que nous vivions. C'est ce genre de système-là qui nous en vient de poser une question très vraiment importante en disant qu'est-ce que la population est en train de faire. Effectivement, la population, la population s'est vue surprise dans ces histoires-là. Donc, il est maintenant question que l'élite congolaise de pouvoir réveiller celle-ci. On doit réveiller la population qui dort dans ce système-là. On croit que c'est normal. Des pères en fils, des fils en fils, des fils en fils, et ce sont eux qui vivent. Et ce sont eux qui ont droit à la gestion de l'argent public, dans des responsabilités. Mais vous autres là qui fréquentez l'Uniloup, tout le temps, vous finissez, vous revenez là où vous êtes. Finalement. Donc, nous sommes obligés. Non. J'ai lu un ouvrage d'un Congolais, je crois que c'est un avocat, qui l'a écrit sur la politique fiscale congolaise. Il explique dans des termes un peu beaucoup plus oxymores. Il dit que non, si l'État ne mobilise pas beaucoup de recettes, parce que les gens ne contribuent pas. Si les gens ne contribuent pas, parce qu'ils n'ont pas l'usage de contribuer. S'il n'y a pas d'usage, c'est parce que l'élite a failli. Si l'élite a failli, c'est bien elle qui a la lumière pour éveiller, parce que c'est elle qui est devant.
Mais s'il n'y a rien, la population dort toujours dans ce système. Vous parlez de l'élite, vous parlez de qui? Des professeurs qui suivent l'un des leurs dans son bureau pour aller lui donner ses insignes parce qu'il est passé. Donc l'élite aujourd'hui, l'élite congolaise, est-ce qu'elle existe? C'est encore un problème. Est-ce que avons-nous une élite congolaise? Oui. Avec la dose de corruption, avec la dose d'immoralité criante. Donc tout est D'accord. Merci. Nous sommes là. Merci beaucoup, cher doctorant. Vous avez la parole d'ailleurs. Comment faire de la RDC une terre d'avenir? Déjà, il faut comprendre que le Congo, avec toutes les richesses que nous avons, toutes les connaissances acquises. Il est question, c'est une question systémique, c'est une question anthropologique, parce que notre pays a déjà les atouts. Je dis, c'est le pays les plus vastes d'Afrique centrale, les pays qui s'imposent au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Quand vous voyez les pays qui sont tout autour de nous, du point de vue des matières premières, nous sommes le premier pays. Du point de vue espace, territoire, nous avons des territoires. Donc nous avons les atouts d'être un pays solution. Quand on parle pays solution, ce n'est pas une sorte de slogan. C'est une réalité que les Congolais doivent intérioriser pour comprendre que la place d'honneur doit revenir à notre pays, dans le monde et en Afrique. Toutes les organisations, toutes les communautés économiques au niveau de la sous-région de Grands Lacs ont besoin du territoire congolais pour faire réussir l'étape de l'intégration. Nous sommes au centre, ce qui veut dire que c'est nous qui devons impulser le développement au sein de l'Afrique. Mais cela est conditionné par des préalables. Il faudrait que l'homme congolais, les politiciens congolais puissent réfléchir en patriote, puissent réfléchir en termes générationnels. Parce que nous l'avions dit ici, quand vous assumez une responsabilité publique, dans le cours des grands services publics, on dit le principe vecteur dans le fonctionnement des services publics, c'est l'intérêt général. Lorsque vous assumez des fonctions au sein d'un établissement public, sachez-les que ce sont des générations qui en dépendent dans un contexte où tout détournement de l'argent qui concerne l'État sacrifie des générations. Et quand vous avez des marchés publics, il faut savoir que dans ces marchés publics, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle. De sorte que si c'est le cas de Bukangalonzo, 285 millions de dollars qu'on jette comme ça, et puis aujourd'hui, on se pose la question, où est passé cet argent? Il n'y a rien. Mais il y a des populations qui restent en train de souffrir. Parce que si nous avions 5-6 Bukangalonzo dans ce pays, on ne serait pas en train de commander la farine à la Zambie. Aujourd'hui, vous avez Kanyamaka CC, mais avec cet argent, on pouvait avoir Kanyamaka CC dans 145 territoires de ce pays. Vous avez les procès des 100 jours, il fallait effectivement parler des constructions d'écoles, mais ces écoles doivent profiter aux générations futures. Mais quand vous avez un individu qui met entre ses poches 50 millions de dollars, je dis bien 50 millions de dollars, il garantit sa vie, deux générations après lui. C'est-à-dire, ils n'écriront pas « j'ai l'honneur » parce que leur vie est déjà garantie, mais cet argent, c'est l'argent du peuple. J'ai posé la question dans une conférence aux Congolais qui étaient là lors de l'indépendance. J'ai dit ceci: qui a marché dans ce pays quand il s'est agi des rames? Personne. Lorsqu'il faut réclamer vos droits, vous vous taisez. Mais lorsque les politiciens mettent en place des mécanismes pour avoir des béquilles, ils vous appellent, on vous donne de l'argent et vous êtes derrière eux. Pour réclamer vos droits, vous êtes là, vous ne faites rien. Et là, cette attitude coupable sacrifie tout un pays. C'est ainsi, la crise congolaise, elle est anthropologique, elle est aussi systémique. Il faudrait qu'on assainisse les milieux politiques, la classe politique que nous avons, qu'on la mette de côté, qu'on prenne des gens patriotes qui peuvent avoir les soucis de l'État congolais. Et la question, c'est qui? C'est la grande question. C'est nous. C'est la grande question qui tue parce que nous qui sommes... va faire quoi et qui... voilà. Tout ceci rime avec la rupture. Vous voyez, il faut qu'il y ait une rupture claire et nette. Une rupture claire et nette entre les systèmes actuels et ce que nous voulons devenir. Et c'est très dangereux. Dans un pays comme le nôtre, où Paris, je n'ai rien contre les sociétés brassicoles, mais il y a des terrasses qui ouvrent à 6 heures. Les bibliothèques sont désertes. Qui va faire ça? Récemment, nous avons vu au Kenya le gouvernement avec un projet de loi qui a été retiré finalement. Pourquoi? Parce que la population a pris ses responsabilités en main. Ce qui est le contraire avec nous autres.
Vous attendez toujours que les autres soient en première ligne. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça? Et ça, c'est la conséquence de la déresponsabilisation légendaire du Congolais. Je croise des gens qui me disent, écoutez, vous avec votre groupe de réflexion, c'est bien beau, mais passez à l'action. Et moi, je pose la question, je vais passer à l'action pour mourir pour le compte de qui? Des ceux qui dansent sur le son sur TikTok. Donc moi, au-delà de tout ce que j'ai mené comme recherche, au-delà de tout ce que j'ai fait comme travail pour l'éveil de la conscience, je vais encore me mettre sur la route pour mourir pour des gens qui sont là en train de prendre la bière. On va t'oublier. C'est comme ça que quand on pose la question, qui et comment a commencé, le premier travail, c'est l'homme. Je me rappelle lors de notre conférence à l'Université Nouveaux Horizons, les recteurs, le professeur Takiza, là, il nous avait même proposé son ouvrage que je suis en train de lire, où il parle, il dit, nous avons tout essayé, sauf l'homme congolais. Oui. Donc il faut commencer par cet homme-là. Quand il aura compris, vite Takiza dit, nous compagnie, ok, à Tukatali, il y a maïcha pour mingo pour compagnie. Non. Quand on se rend compte de tout ce que ça ne va pas, nous sommes tous indignés, on entre. J'ai fini par là. Même si Machiavel a écrit son œuvre Le Prince, ce n'était pas dans ce sens-là. Les politiciens congolais l'ont pris au sens le plus pire qui puisse exister. Ils vous donnent l'illusion de faire ce que vous voulez sans le faire. Depuis que je suis là, dans chaque législature, c'est toujours les mêmes routes là ici au centre qu'on est en train d'asphalter, les mêmes routes là en biscuit. Vous allez construire autre chose quand? Et quand on le fait comme ça, les Congolais, tout n'a plus qu'à sentir des impôts qu'on paye et taxes. Il fait le travail pour lequel il occupe le poste. Ouais. Et il est gracieusement payé par les contribuables congolais. Et vous voulez qu'on l'acclame? À un moment donné, il faut se respecter. Le Congolais, il a failli à sa mission. Nous avons failli, il faut le reconnaître, nous avons failli à notre mission. On aura beau construire des routes, des bâtiments, tant qu'on n'a pas encore travaillé la tête du Congolais, ça ne servira à rien. Et quand il sera soumis à une sanction pénale, ça ne servira à rien. Là, on voit il va tomber malade. Communautaires ressortissants de telle communauté. Et quand on veut mettre chacun face à ses responsabilités, vous allez voir un papa là, avec une grosse veste, une petite cravate comme ça, entouré des deux messieurs, nous, ressortissants de mettons en garde. Non. On ne gère pas la République avec des émotions, il faut se respecter. Alors, parlons un peu de crimes de sang face aux crimes économiques, cher Arcel. Quel regard porter là-dessus? Oui, parce qu'il est vrai qu'en République démocratique du Congo, l'économie, c'est aussi le sang. À l'est, des guerres incessantes qu'il y a. De l'autre côté, ce sont les minerais qui sont en train d'être transportés ailleurs et voilà, il y a des pertes en vie humaine. Très bien, déjà il faut faire la démarcation entre les crimes là des sons. Quelqu'un qui prend plaisir tue 3-4 personnes et celui qui prend plaisir de décaisser urgemment tant des fonds il est pire que celui qui assassine. Effectivement. Il est pire parce que lui il met en péril plusieurs générations. Et l'autre, je ne favorise pas, je ne suis pas. Urgemment. Oui, c'est le terme qu'ils emploient. Ils parlent que non, ça a été fait dans une procédure d'urgence. Donc, c'est-à-dire comment la procédure d'urgence échappe à la chaîne du suivi de la sortie de fonds. Ouais. Donc, pas de la BCC, pas de tel ministère, pas de tel avènement, pas de tel contrôle a priori, concomitant, a posteriori. Non, c'est urgent. Il n'y a que lui et le délégué qui va aller prendre l'argent. C'est un crime. C'est un crime intergénérationnel qu'on ne peut pas tolérer. Certes, nous comprenons peut-être les choses tardivement. Moi, j'ai toujours eu quand même un peu de bémol sur la gestion, parce qu'à un certain moment, il faut reconnaître que nous sommes le seul pays en Afrique centrale ayant une implantation tardive des universités et aussi des cadres. Donc, à partir de cette léthargie-là, de ces retards-là, ils prennent plaisir. Le plus souple, les démons là qui nous avancent devant, ils prennent déjà de l'avance pour nous escroquer, pour nous détourner. Mais même si nous les découvrons en retard, mais il faut déjà qu'on cherche comment est-ce qu'on doit créer le terme. Bon, donc qu'on doit faire arrêter l'hémorragie.
mais des régimes en régime. Il a parlé ici des routes interminables. On constate, on prend plaisir, on salue, on remercie. Celui qui vient, il vient aussi, il commence. Voyez le ministre des Sports ici, il est là, première ronde, Stade des Martyrs. Kaboulou qui vient de sortir, première ronde, Stade des Martyrs. Et pourtant, l'argent a été financé pour la réhabilitation. Finalement, on en est où? Quelles sont des réhabilitations récurrentes? Nous sommes le seul pays. C'est un moyen très sûr de pouvoir. Alors, et pourtant, moi j'ai fait les choix. J'ai fait les choix entre le crime économique, entre les crimes de sang et les crimes de fonds. Je suis prêt à sacrifier les Lazare là des crimes de fonds. Oui, il doit être tellement mis en écart et on doit identifier tout son entourage et tous les bénéficiaires par personne interposée. On doit mettre fin parce qu'on ne peut pas confondre. Parce qu'à un certain moment, crime de sang, nous avons la théorie de la légitime, de la prétendument la légitime défense. Oui. Mais sur les crimes économiques, il n'y a pas la légitime défense. On est surpris que l'argent est sorti et les gars ont pris les vols. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Alors, si nous l'arrêtons, je crois que nous devons chercher comment est-ce que pour mettre fin sur les crimes de fonds est plus pire que le crime sanguinaire. Et pourtant, à l'Est, c'est les deux. Hein. Crime de sang, crime économique. Exactement. Les crimes de sang à l'Est viennent accompagner le crime économique. On se rend compte que dans un village, il y a des gisements. On doit faire partir ces gens-là pour qu'il n'y ait pas de témoins gênants de cette exploitation. Que faire? On massacre quelques individus, il y a la panique, et puis les populations fuient, on reste là-bas, on quadrille, on commence à exploiter. Mais il y a aussi le crime des sang tel qu'il y a un cambiste qui partait, on le file, pas la balle dans la tête, et puis on prend son argent. Les matins, tous nous sommes indignés, les bantous panvitalistes, aïe aïe aïe, on a tué les sangs, tout le monde en parle, les médias. Mais il y a les crimes économiques. C'est beau, messieurs. Avec des vestes, des marques, des téléphones haute game, avec un bon français. Il a fait ses études en France et tout ça. Il prend à lui seul autant de millions. Pour ceux qui devaient servir à des générations et des générations. Mais on ne s'indigne pas. Ici, l'objectif n'est pas de soutenir le crime des sang pour dire que c'est bien. Tout est condamnable, mais les Congolais devaient aussi s'indigner pour les crimes économiques. Parce que c'est pas possible. Et moi, ce qui m'énerve davantage, c'est quand ces gens-là sont honorés dans la société et même à l'église. Et c'est comme ça que quand vous lisez Passolundu là dans son ouvrage La Nouvelle Pensée Nègre, il vous dit il n'y a aucun endroit où le nom de Dieu est vilipendé comme à l'église. Vous avez la Cinco. Vous faites la pression sur le gouvernement, oui, mais la plupart des cadres sont catholiques. Vous avez appris que tel a détourné, mené des enquêtes, excommunié. Comme ça, tout chrétien, qu'il est hyper. Mais on ne met qu'un frère qu'on a vu avec une sœur au coin de Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Non, parce que même les Christ, à un moment donné, il a commis l'infraction des coups et blessures et destruction méchante dans l'église. D'accord, cher docteur, pour finir avec vous, parce que le temps nous fait défaut, est-ce que tous ces détourneurs-là méritent une peine de mort? Je suis d'avis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un humaniste en outrance comme ces teneurs de droits de l'homme. Moi, je dis ceci. Les crimes économiques sont pires dans le contexte où ce sont des crimes qui sacrifient des générations. Ouais. Quand quelqu'un orchestre un décaissement des fonds qui vaut des milliers de dollars pour des comptes tout à fait privés, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup de personnes, beaucoup de générations. Écoutez, les gens vous souffrent ici en RDC. Il y a des gens qui vous mangent difficilement. Il y a des zones difficiles d'accès, même pour avoir l'eau potable, c'est compliqué. Il y a des zones où il n'y a pas de route. Il y a des écoles dans lesquelles, quand vous allez dans le Congo profond, le Kwango et autres, des Maïndombe, les enfants vous étudient dans des salles de classe en paille, assis sur des bois. Et pourtant, au XXe siècle, mais il y a des gens qui vous décaissent de l'argent et qui envoient leurs enfants en Europe. Et il faut que les Congolais aient la même haine viscérale qu'il a pour les criminels du sang, qu'il ait pour les criminels économiques, parce que c'est les mêmes systèmes. Nous devons aujourd'hui commencer à marcher. Lorsqu'il y a des actions en justice initiées
contre des politiciens qui ont trempé dans des détournements, que la population exige un procès public et transparent. Qu'on suive ces procès jusqu'au dernier jugement qui sera rendu. Si nous estimons que le jugement n'a pas été rendu en toute partialité, nous devons marcher, exigeant la vraie justice. Les criminels économiques, ils sont assis dans des bureaux climatisés et ils nous balancent des fausses images au visage. Il est temps qu'on cesse avec toutes ces histoires. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Ce qui fait très mal dans tout ça, c'est que quand ces gens-là détournent l'argent, il faut garder à l'esprit que c'est notre avenir qu'ils sont en train de voler. C'est l'avenir de nos enfants. C'est nos soins de santé qui sont en train de voler. On ne peut pas laisser passer facilement comme ça. Et puis d'ailleurs, généralement, quand il y a détournement et que les poursuites ne s'en suivent pas, il y a lieu de se poser des questions. Il y a lieu de se poser des questions et vous connaissez la question qu'il faut se poser. Je ne vais pas me la poser la question. Voilà, merci à tous, merci chers tous. C'est la fin complète de ce numéro de Libre Penseur. Il était question de la République démocratique du Congo en quelques questions et vous avez suivi les avis de tout un chacun sur ce plateau. Maître Étienne, Maître Shadrach, Dr. Valérie, Maître Arcel, vous tous, nous vous remercions et merci également à Gauthier et à Apollinaire qui étaient à la réalisation de ces programmes. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro, mais sachez que qui va doucement va sainement.